Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo sur l'épuisement parental, communément appelé aussi le burn-out parental. Alors aujourd'hui, nous allons du coup aborder un peu plus les signes quant au burn-out parental, qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste, parce qu'on a besoin d'y aller étape par étape avant notre première rencontre. Puis le troisième atelier, on pourra parler de prévention. Après ça, on travaillera sur les stratégies. Donc, commençons tout de suite avec les signes, les symptômes, les manifestations du burn-out parental. Puis il y en a beaucoup et on en a évoqué un petit peu lors du premier atelier. Donc, on pourrait déjà cibler les trois principaux signes qui peuvent nous donner quand même un bon indice de qu'est-ce qui se passe. Alors, le manque d'énergie, qui est vraiment relatif à tout signe de burn-out en général, d'épuisement en général. C'est assez logique. Quand on parle d'épuisement, c'est qu'on n'a pas d'énergie. Mais cette énergie-là est à la fois physique, notre corps n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à entreprendre, mais psychologique surtout. Notre tête va tout simplement bloquer à chaque étape de la journée. Chaque petite action qu'on doit faire, ça va nous sembler difficile de les faire. Ça, c'est valable pour n'importe quel type d'épuisement qu'on peut vivre, que ce soit professionnel, oui, familial, que ce soit une forme de dépression. On va retrouver ce symptôme-là, mais c'est important de le dire parce que dans le burn-out parental, il est très présent. Il est très présent. On se sent véritablement las. La deuxième manifestation qui est aussi en commun avec tout le reste, tous les autres types d'épuisement, eh bien c'est le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. On a l'impression qu'il y a des montagnes qui s'érigent devant nous comme constamment et qu'à chaque fois qu'on arrive à en gravir une sans trop savoir comment d'ailleurs, hein, on en a une seconde tout de suite derrière, encore plus haute et ainsi de suite. Puis on n'arrive plus au bout d'un moment à les gravir, ces montagnes. Donc chaque petit objectif quotidien devient presque insurmontable. Et pourtant, dans une autre vie, une autre époque, ça aurait été comme, OK, fine, j'y vais, je ne me pose pas de questions, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Alors là, on voit que plus ça va, moins on y arrive. D'ailleurs, on va moins se fixer d'objectifs. On va moins se dire, OK, là, je vais faire ça aujourd'hui, là, je vais faire ça aujourd'hui, parce que on sait d'emblée qu'on n'y arrivera pas, et on va vivre encore ça de manière encore plus négative, comme avec un sentiment d'échec qui va s'ajouter. Donc, on va avoir comme un espèce de mécanisme d'autoprotection, on va éviter d'avoir ce ressenti d'échec, et on va préférer mettre du coup toutes ces étapes et ces obstacles de côté. Donc, on va les éviter. On va vraiment se retrouver dans une démarche de fuite. Ça, c'est valable, comme j'ai dit, pour tout type d'épuisement. Puis la dernière manifestation est peut-être un peu plus relative à l'épuisement parental, parce que là, on va parler de distanciation affective avec ses propres enfants. Alors, cette distanciation affective, c'est la perte d'avoir envie de passer du temps avec ses enfants. Ça va être moins ressentir leur douleur, leur joie, leur honte, toute émotion qu'ils pourront manifester. On va moins les ressentir comme au fin fond de nos entrailles ou dans notre cœur ou dans notre tête. Ça va être comme, hop, ça passe. Il va y avoir aussi comme moins d'empathie pour nos enfants et encore moins de sympathie aussi. Donc cette distanciation affective semble peut être assez terrifiante en soi, surtout de la part de parents qui sont censés avoir très peu de distance affective avec leurs enfants. Au contraire, même ils sont noyés dans l'affect. Et puis là, les parents deviennent comme des adultes accompagnateurs euh, avec vraiment un lien de parenté lointain ou peut-être un lien professionnel. Et encore, ça peut même aller au-delà, hein. Dans les manifestations les plus graves de l'épuisement parental, ça va vraiment être ne plus prendre soin de son enfant. Et soin, quand je parle de soins, c'est les besoins primaires qui ne seront pas satisfaits. Manger, boire, être propre et dormir. Et évidemment, toutes les autres soins qui sont très importants sont encore moins pris en charge puisque les primaires ne le seront pas. Donc cette distanciation affective est vraiment reliée à l'épuisement parental, au-delà de tout autre type d'épuisement. Il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça, c'est très important. N'importe quel parent pourrait ressentir ce burn-out parental. On parle souvent des mamans, puisqu'elles sont, c'est elles qui vivent aussi le congé parental le plus long.
même si les hommes peuvent à présent. Et c'est elle qui souvent crée un lien très fort dès la naissance. Les papas peuvent s'investir des fois un peu plus tard. Donc on va parler plus de burn-out maternel, mais ce n'est pas vrai en soi, puisque les hommes sont touchés aussi. Peut-être pas aussi fortement, mais ils peuvent être touchés. Et c'est d'autant plus difficile à détecter que ce n'est pas commun que les hommes, que les papas soient touchés par l'épuisement parental. Souvent aussi, cette distanciation affective que peuvent ressentir les parents, bah, c'est parce qu'ils sont épuisés, hein. Donc, quand on est épuisé, vous savez bien, on est à fleur de peau, nos émotions sont exacerbées, ou alors on devient même des robots, avec vraiment plus aucun ressenti. Puis le manque de temps, parce que tout nous prend du temps. Tout obstacle, tout objectif qu'on va se fixer dans la journée va nous prendre beaucoup de temps. Un repas qui peut nous prendre comme 15 minutes de mettre au four quelque chose, va peut-être nous prendre 2 heures parce que bah, on va traîner, on va faire ci, on va faire ça, mais on va pas faire ce qu'il faut faire. Il faut savoir aussi que les personnes qui ont un terrain plus susceptible de vivre l'épuisement parental sont les personnes ultra perfectionnistes, qui veulent que tout soit parfait tout le temps. La maison toujours ultra rangée, les enfants toujours propres sur eux, avec les vêtements toujours repassés, etc. Ils ont des exigences très fortes envers eux-mêmes. Ils veulent être toujours au top du top du top du top, être les fameux parents parfaits que l'on voit sur papier glacé ou dans les réseaux sociaux. Et du coup, ils se négligent eux-mêmes parce qu'ils donnent tellement à leur famille, à leur partenaire, à l'entourage, euh, au travail, que ben, du coup, ils s'oublient au complet. Puis ils se disent, c'est pas grave, je vais y aller de l'avant. Donc ça, ce sont vraiment les personnes qui peuvent avoir un terrain plus favorable à l'épuisement parental. Donc mes questions sont très simples. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Prenez un peu de temps pour réfléchir à comment votre corps, votre tête manifeste peut-être des signes précurseurs d'épuisement parental, ou peut-être pas précurseurs, peut-être des signes tout court d'épuisement parental. Notez-les. Prenez le temps de prendre un papier, un crayon, notez-les, parce qu'on en aura besoin lors de notre rencontre en personne. Je m'attends vraiment à ce que vous puissiez partager des signes, des choses que, oui, c'est vrai, il y a quelques années, je ne le vivais pas. Ou peut-être même avant que j'ai mes enfants, j'étais pas comme ça. Je ne me reconnais pas. Donc ça, c'est important. Prenez le temps de noter. Puis, dans les symptômes, manifestations qu'on vient d'évoquer dans le premier atelier et le second atelier, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous reconnaissez? Est-ce que vous dites, ah oui, complètement. Oh, là, ça c'est moi. Notez-les. Encore une fois, tout ça, c'est de l'information nécessaire qu'on utilisera lors de notre rencontre en personne. Alors, évidemment, l'idéal, c'est toujours de prévenir plutôt que de guérir, hein. Quand on parle de soins parce que ça ne va pas, ça prend beaucoup plus de temps. Mais la prévention peut être réalisable et ça, c'est important et ça peut nous permettre d'éviter ce type d'épuisement, même un début d'épuisement. Donc, je dirais que là, j'en ai ciblé trois dans des stratégies de prévention, mais on va en parler beaucoup aussi dans le prochain atelier. Donc, ce qui est important, surtout quand on est dans ce type de parents à vouloir que tout soit parfait, ben, la première chose, c'est de reconnaître qu'on ne sera pas parfait. C'est triste, c'est la réalité. Hein, même si on se veut avoir des super pouvoirs, bah, parfois, c'est pas possible d'avoir des super pouvoirs. Et c'est OK. Donc, ne pas être parfait, bah, c'est simplement dire des fois, ben non, j'y arrive pas. Puis ça a été, je vais vous le partager, mon plus gros travail, c'est de lâcher prise sur bien des choses de la maison. Parce que mon travail prend beaucoup de temps. Et je me rends compte, je suis tellement épuisée le soir que, ben oui, il y a des choses qui vont traîner. Des comptoirs qui vont pas être nettoyés, de la vaisselle qui va traîner dans l'évier. Puis si j'ai ma famille qui me supporte et qui le fait, c'est bien. Si eux aussi sont au même état que moi, on verra ça au lendemain. C'est pas grave. Je veux dire, rien ne va changer dans ma vie si la casserole sale de la veille se retrouve sale le lendemain matin. Ben, elle se fera. Après une bonne nuit de sommeil, j'aurai probablement plus de courage ou quelqu'un de mon entourage aura plus de courage aussi. Alors, cette acceptation-là n'est pas évidente. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je me rends compte que du coup, ça me permet de ne pas vivre ni l'épuisement professionnel, ni l'épuisement parental. Et que ben, je vis plus de qualité avec ma famille parce que je reconnais que je n'y arriverai pas. Parce que je vais être dans la cuisine et je ne serai pas avec eux. Quel est l'intérêt? Alors, à ce moment-là, quand on reconnaît ça, ben, on ne le vit pas comme un échec. On se dit, ben non, j'ai choisi ma priorité, mon combat. Mon combat va être ma famille. Mon combat va être peut-être certains projets professionnels, etc. Donc, mon combat va passer par le bien-être de moi-même. Si je ne vais pas bien, ça va avoir une répercussion sur ma famille et sur mon travail. C'est simple.
Deuxième chose, faut lâcher prise. Ça, c'est certain. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué parce qu'en tant qu'adulte, nous, on est vraiment rempli de filtres, on est rempli de systèmes de protection autour de nous, mais qui sont pas toujours les meilleurs parce qu'on lâche pas prise. On reste à vouloir contrôler, superviser tout ce qui nous entoure. Et quand on lâche prise pour certaines tâches en les déléguant, eh bien, ça va nous permettre, d'une part, nous, à nous relâcher, et d'autre part, de responsabiliser notre partenaire, nos enfants, qui sont capables de faire un milliard de choses. Ça ne sera pas fait comme on veut. C'est OK. Ce qui compte, c'est qu'il le fasse et que ça va nous soutenir et que nous, on n'aura pas à le faire. Et pendant ce temps, on va se prendre une tisane, un livre, regarder un film, jouer, peu importe ce qu'on va faire. Mais on va prendre quelque chose pour nous pendant que eux peuvent nous soutenir. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on va les responsabiliser. On va partager un peu les tâches quotidiennes. C'est normal, ce ne soit pas nous qui devons les faire constamment. Idem au travail, si vous avez un poste de responsable délégué, trouvez des personnes en qui vous pouvez faire confiance pour certaines choses et demandez-leur de le faire. Ça ne sera pas comme ce que vous voulez, mais c'est pas grave. Ils vont peut-être vous proposer des choses bien meilleures que ce que vous voulez. Donnez-leur cette chance-là. Puis, ma troisième stratégie qui reviendra toujours dans tous mes ateliers, c'est demander de l'aide. L'isolement, c'est le pire ennemi de l'épuisement parental ou de l'épuisement tout court. C'est le pire ennemi d'être isolé. On rumine, on cogite et jamais en positif. Quand on va chercher de l'aide extérieure, que ce soit de l'aide amicale, familiale ou de l'aide professionnelle, ça va nous permettre déjà de vider ce qu'on vit, ce qu'on a sur le cœur, de déverser tout ça. Cet échappatoire-là est nécessaire pour que notre cerveau puisse se remettre un peu en place, parce que c'est un surmenage émotionnel intense. Et on a besoin de prendre les pauses quand notre corps nous le réclame. Quand on sent qu'on est complètement las le soir et oui, qu'il y a 3 casseroles, et notre corps dit non, je ne veux pas. Allez vous asseoir. Puis des fois, un 15-20 minutes de bon repos vous permettra de vous dire bah oui, mais en fait, je peux aller le faire. Puis je vais aller le faire, puis ça va me soulager émotionnellement, puis ça va me soulager dans ma tête. J'aurais fait quelque chose si personne ne peut le faire parce que je suis toute seule à la maison. Mais j'aurais pris le temps de me reposer avant. Puis c'est peut-être des fois juste ce dont on a besoin. Alors, avoir recours à l'aide extérieure, comme je disais, parfois, c'est aller un peu plus loin quand la situation nous échappe, vraiment. Puis là, ça vaut le coup d'aller voir un professionnel de la santé. Allez voir en premier lieu votre médecin de famille. D'une part parce que censé être la personne qui vous connaît le mieux, qui vous voit, qui connaît votre famille et qui donc pourra vous orienter vers les meilleures aides. D'autre part, c'est vrai que parfois, sur un plan financier, c'est dur de prendre en charge des thérapies, surtout si vous n'avez pas d'assurance santé qui couvre les séances. Alors, il y a bien des docteurs de famille, du coup, ils sont gratuits, et qui peuvent parfois simplement vous écouter, et c'est une bonne oreille. Puis peut-être qu'il va vous orienter vers des services gratuits. Donc, c'est important d'aller le voir au plus rapide, ne pas attendre que les symptômes soient trop graves et que les manifestations vous entraînent vers les symptômes que je vous disais, là vraiment cette lassitude intense, cet épuisement intense et cette distanciation affective. Allez le voir au plus rapide. Donc si on résume, c'est important d'identifier les manifestations de votre corps et de votre esprit, puis de vraiment de prévenir cette apparition des manifestations. Donc je vous le dis à chaque atelier, ce résumé-là, parce que je veux vraiment que ce soit quelque chose qui soit clair dans votre esprit. Écoutez-vous et communiquez ce que vous ressentez à vos proches ou à des professionnels pour qu'ils puissent vous accompagner. Ne restez absolument pas seul. Encore une fois, c'est votre pire ennemi, l'isolement. Donc c'est très important de pouvoir trouver de l'aide extérieure. Et la démarche déjà, rien qu'avec cet atelier, eh bien, c'est aller rechercher de l'aide extérieure. Juste en suivant cet atelier, même si vous venez pas personnellement pendant nos rencontres en personne, mais que vous écoutez au moins déjà les vidéos, c'est une première étape. Et rien que pour ça, félicitations. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi l'atelier d'aujourd'hui. J'espère que, encore une fois, ça vous aide à réfléchir. Pensez à répondre aux questions de cet atelier. C'est nécessaire pour vous, pour votre travail, votre cheminement intérieur. Et je vous vois très vite pour notre troisième atelier. À bientôt!